à toutes et à tous, bienvenue à la rédaction d'Aliency pour cette nouvelle AI émission, donc une émission mensuelle consacrée aux enjeux de l'intelligence artificielle où l'on commente avec nos invités des thématiques qui ont tout lieu en rapport avec le monde de l'entreprise, le business, mais aussi des enjeux de société. Ce mois-ci, on parlera de la fracture numérique. L'IA agrandit-elle la fracture numérique dans les entreprises notamment, ou bien est-elle plutôt une opportunité d'égalité? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Marianne Tordeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques de France Digital, rapporteur d'un avis consacré à l'IA et à la société française pour le Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Et également Frédéric Bardot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président et cofondateur de l'École Simplon, une entreprise sociale agréée solidaire qui est spécialiste du développement des compétences numériques et donc exposé effectivement en première ligne à ces enjeux à la manœuvre, ouais. de fracture numérique. Pour commencer cette émission, j'aimerais vous faire réagir sur des actualités qu'il y a eu ces dernières semaines qui pour moi illustrent un peu ces thématiques, ces façon de penser autour de la fracture numérique qu'on voit aujourd'hui dans les médias et auprès du grand public. Notamment, vous l'avez peut-être noté, il y a eu la publication ces dernières semaines de la 6e édition du baromètre de la formation et de l'emploi par Centre Info, donc qui est sous tutelle du ministère du Travail, qui nous apprend qu'effectivement 53% des actifs utilisent d'ores et déjà l'IA dans leur vie professionnelle, donc un niveau assez élevé à l'échelle, on va dire. Mais d'autres chiffres qui sont assez intéressants, c'est que 77% de ces actifs perçoivent un risque de dépendance à ces outils, 71% craignent la réduction des interactions humaines, et 65% s'imaginent que ça peut avoir un impact sur une moindre qualité de travail au final. Qu'est-ce que ça vous évoque, Marianne ? Je pense que toutes ces statistiques, elles sont assez justes, mais tout va dépendre en fait de la réalité opérationnelle, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les métiers. Par exemple, la réduction des interactions humaines, ça va complètement dépendre du métier que vous exercez. Ce n'est pas parce que forcément vous utilisez ChatGPT que vous allez arrêter de parler à votre collègue. Donc en fait, tout ça, c'est beaucoup de peurs qui sont assez légitimes parce qu'on est en fait au début et au tâtonnement du déploiement de notamment l'IA générative dans les entreprises et dans le grand public. Mais ces peurs-là, elles peuvent être résolues par un certain nombre d'outils, et je pense que la formation, de ce point de vue-là, peut vraiment aider à déconstruire des peurs. Oui, donc c'est un peu généraliste finalement comme un tel rapport avec une vision globale. Frédéric ? Moi, je suis assez étonné par le 53%, parce que je ne sais pas quel est l'échantillon d'entreprise qui a été sondé, mais je vois mal que 53% des actifs utilisent l'IA générative dans un cadre professionnel. Que chacun ait joué un peu avec ChatGPT ou ait testé, ça je veux bien le croire, mais vu qu'on a quand même une économie peut-être de service, mais il y a quand même des métiers sur lesquels ChatGPT n'est quand même pas d'un grand secours. Donc voilà, ce n'est pas pour contester les chiffres, mais sinon après les peurs, effectivement, comme Marianne, elles sont assez légitimes. On est dans une phase d'adoption, donc voilà, je pense que ça va suivre son cours. Mais de là à ce que ça baisse la qualité du travail, ça je trouve ça intéressant. Il y a des papiers de recherche qui disent que moins on comprend l'IA, plus on lui fait confiance. Et là, cette méfiance-là, je la trouve plutôt salutaire. C'est assez sympa de voir que les gens se méfient. Alors, ce rapport, il fait écho à un autre qui a été créé par le Sénat. C'est un rapport circonstancié sur l'IA et son impact pour les territoires et notamment les collectivités qui a été rendu le mois dernier. Notamment ce que ce rapport du Sénat souligne vis-à-vis des collectivités, c'est que c'est le risque que les petites collectivités soient les grandes absentes finalement de la révolution en cours, évidemment par manque de moyens, par manque de compétences aussi, par le fait de se sentir que ce n'est pas leur sujet. Et le rapport souligne également l'importance finalement d'arriver d'une manière ou d'une autre à impliquer toutes les parties prenantes, en particulier les citoyens, au sein des services publics locaux,
pour éviter justement ces craintes de déshumanisation du tissu finalement public local on n'a pas attendu l'IA pour critiquer effectivement ces enjeux-là. Donc, est-ce que dans vos expériences respectives, ce cas particulier des collectivités locales, il apparaît clairement? Oui, tout à fait. J'ai 2 anecdotes là-dessus. J'étais cette semaine en Corse, justement, pour parler de comment est-ce que la collectivité territoriale, enfin la région, peut mettre en place de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, dans cette région qui a globalement la taille d'un gros département français, 300 000 habitants, finalement, les usages de la collectivité, c'est surtout mettre en place des chatbots. C'est assez basique. Donc, en fait, tout dépend de ce dont la collectivité a besoin, dont les citoyens ont besoin, et après, il n'y a pas forcément besoin de mettre en place une machine de guerre pour répondre aux besoins de la collectivité. Donc, si elles ont sur certains aspects, entre guillemets, un retard, on n'attend pas d'elles qu'elles soient à la pointe de l'absolue technologie comme pourraient l'être des entreprises du CAC 40. Mais l'autre point qui a été beaucoup discuté dans cette discussion avec la collectivité, c'était quelles pouvaient être les conséquences sur la mission de service public. Parce que la mission de service public, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait toujours une continuité du service, que le service puisse s'adapter à son environnement qui évolue, donc notamment, est-ce que ce ne serait pas presque une faute de la collectivité de ne pas s'adapter à ce temps qui évolue et donc à l'IA qui arrive? Donc c'est là où il y a quand même une réflexion qui doit être engagée. Peut-être que certains ont du retard, mais pour l'instant, en tout cas, je vois que c'est quand même un sujet qui est présent et je pense que ce rapport du Sénat a au moins le mérite de pointer le sujet, quoi. Et du côté de Saint-Plon, dans vos expériences avec les collectivités, comment ça se passe autour de ces thématiques? Effectivement, ce qu'on voit là dans ce rapport sur l'IA, c'est un truc qu'on voit sur la transformation numérique en général. C'est vrai qu'il y a un angle mort sur les TPE, les PME, les ETI et les collectivités. Quelque part, ce sont des TPE, PME et des ETI, avec en plus la contrainte publique de recrutement, d'attractivité, des salaires. Et donc, c'est pas étonnant effectivement qu'elles aient des craintes, alors que je suis d'accord avec Marianne, et c'est vraiment elles qui sont le plus à la manœuvre, au dernier kilomètre, vers les usagers. Et donc, c'est elles qui devraient effectivement se sentir empouvoirées le plus. Mais vous l'avez dit en introduction, il y a des modèles open source, un alternant Saint-Plon, sans faire de publicité outrancière, ça suffit pour mettre en place un chatbot et un LLM. Donc il y a des modèles, on n'est pas obligé de se lier les mains avec un acteur américain, on peut faire les choses. On est quand même tous sur la ligne de départ un peu égaux avec ces modèles open source. Donc je pense qu'ils vont rattraper leur retard, mais il faudra lever les craintes, acculturer et puis mettre un peu d'énergie pour ça. Mais ils sont déjà à la manœuvre sur plein de choses. Ils ont des réductions budgétaires, donc ça ne doit pas être évident. Dernière actualité, qui fait référence plutôt à une tendance générale de ces derniers mois, c'est les grands éditeurs d'intelligence artificielle, OpenAI en tête, qui communiquent sur le fait qu'ils veulent plus de comptes payants finalement à leurs services, des services qui ont contribué à la démocratisation massive de l'IA générative parce qu'ils étaient gratuits notamment, faciles d'accès. Et donc une entreprise comme OpenAI qui fait des appels du pied depuis un moment pour essayer de tester des choses sur comment on fait en sorte que les comptes payants soient plus indiqués avec par exemple des filigranes mis sur les images qui seraient générées par un compte gratuit. Est-ce que ces stratégies commerciales des éditeurs qui jonglent justement entre qu'est-ce qu'on laisse avoir et puis qu'est-ce qui fait partie vraiment du modèle d'affaires risquent pas de créer finalement des utilisateurs d'IA à 2 vitesses ou des IA à 2 vitesses entre la fast lane de ceux qui payent et qui ont vraiment accès à l'IA et puis les autres qui ont un peu la version dégradée? Tu veux prendre? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Moi, j'ai un abonnement à $200 à OpenAI. J'ai Open Bar sur la Deep Research. Je fais un peu ce que je veux. Et effectivement, on voit bien avec les comptes à $20 ou les comptes gratuits que c'est déjà le cas. Mais je rappelle que OpenAI a perdu en 2024 5 milliards d'euros sur 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qu'elle a levé plus de 200 milliards de valo. Donc voilà, le service, en fait, il coûte plus cher que celui qu'on a. ChatGPT, c'est le 6e site le plus visité au monde. C'est 5 milliards de visites le mois dernier. Donc on est 5 milliards à jouer avec ChatGPT.
dans des serveurs qui tournent dans un cloud, etc. Ça leur coûte un blé monstrueux. Et donc, effectivement, que la monétisation doive arriver, c'est une bonne chose. Et moi, je préfère qu'on pousse des abonnements payants plutôt qu'on me dise qu'il va y avoir de la pub dans ChatGPT. Donc là, c'est toujours la même question, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit, et qui va payer pour le service, quoi. Marianne? Oui, tout à fait. Et puis, je prends le parallèle avec les téléphones, etc. On n'a pas tous les mêmes modèles. Est-ce que pour autant, on a tous besoin de la version la plus développée, la plus puissante et donc potentiellement la plus consommatrice de ressources, etc. Je ne suis pas certaine. Donc l'enjeu, c'est de savoir est-ce que la personne qui paye le moins a un service complètement dégradé, est-ce que les données sur lesquelles s'est entraîné l'IA sont complètement biaisées avec potentiellement du marketing ciblé, etc. Là, ça pose un vrai problème et donc l'enjeu sera de voir ce qu'il y a derrière. Mais si c'est simplement de se dire que, bon, bah, compte tenu de l'usage, on peut donner une version un peu moins puissante, si ça s'arrête là, moi, ça ne me dérange pas. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans le cœur de la question qui nous réunit aujourd'hui sur la fracture numérique. Est-ce que l'IA, finalement, provoque la fracture numérique ou permet de la résorber un peu? Déjà, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle. Est-ce que cette notion de fracture numérique, qui a souvent une image, finalement, âgées, rurales, on va dire, des personnes qui, par la force des choses, sont tenues à l'écart ou se tiennent à l'écart du numérique. Est-ce que malgré tout, cette fracture numérique a une réalité chez les salariés, leurs managers, dans les entreprises et des organisations publiques, puisqu'on parlait du public, au-delà de l'image un peu d'Épinal dont on se fait de la question? Est-ce qu'on a des chiffres et qu'est-ce qu'on définit de cette fracture numérique? Marianne? Alors en fait, la fracture numérique, d'ailleurs, pour qualifier la fracture numérique, il y a d'autres concepts intéressants en plus de celui de la fracture numérique. La fracture numérique, c'est le fait de ne pas maîtriser l'un des 4 savoirs fondamentaux en termes de numérique, c'est-à-dire ne pas pouvoir utiliser un mail, ne pas pouvoir ouvrir son téléphone et pouvoir faire des actes basiques avec son téléphone. Donc ça, la fracture numérique, c'est une première chose. Et là-dessus, il n'y a pas on est sur une tendance de réduction au cours des dernières années. Donc les Français sont de plus en plus en capacité de maîtriser quelques savoirs fondamentaux. En revanche, il y a un autre aspect qui est celui de l'éloignement au numérique. L'éloignement au numérique, c'est le fait de ne pas être en capacité de se saisir des opportunités du numérique. Et se saisir des opportunités numériques, ça veut dire, grâce au numérique, avoir accès à des droits essentiels, donc un service public, voilà, ou de pouvoir avoir accès à des services comme, ou faire valoir ses droits, comme par exemple postuler à un emploi, pouvoir consulter une annonce d'un emploi en ligne, etc. Et là, la tendance, elle augmente. Donc c'est 34% des Français qui se disent éloignés du numérique, donc c'est quand même énorme, donc de ne pas être en capacité de se saisir des opportunités numériques, un Français sur 3, exactement. Et cette tendance, elle a augmenté au cours des dernières années. Autant la fracture numérique, les savoirs basiques tend à baisser, autant l'éloignement, ça a augmenté de plus 5 points au cours des 3 dernières années. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'on n'est pas que sur un public de personnes âgées versus jeunes Français ou Françaises. C'est pas du coup un sujet de CSP plus, voilà, c'est pas du tout ce sujet-là. Ça concerne un Français sur 3. Donc c'est tout le monde, qu'il soit en emploi ou pas en emploi, dans l'entreprise. Voilà, donc c'est là où il y a un vrai enjeu d'appréhender ce sujet et de pas l'oublier, quoi. Cette notion entre fracture numérique, éloignement numérique, Frédéric, vous la voyez par rapport aux gens que vous accompagnez, que vous formez et avec qui vous êtes en contact pour également, que ce soit collectivité ou entreprise? Oui, complètement, c'est dans notre quotidien. Marianne a tout à fait raison, hein. C'est fractal et c'est un spectre en fait, l'illettrisme numérique et l'éloignement du numérique. Donc il y a effectivement des gens qui sont plus illettrés ou plus fracturés ou plus éloignés que les autres. Mais il y a une forme d'illettrisme numérique qui est spécifique aux jeunes, par exemple, dans des usages professionnels. Il y a toute une catégorie de salariés dans certains secteurs qui sont en situation d'éloignement du numérique et même de fracture numérique, hein. Nous, on le voit dans des entreprises du bâtiment, on a fait des formations voilà, sur, je sais pas, les reapers par exemple, ça c'est les gens qui sont derrière les camions poubelles chez Suez, des gens qui travaillent dans les usines de la supply chain de Schneider Electric, donc des cols bleus.
Et là, effectivement, la numérisation des processus RH fait apparaître cette fracture-là. Parce que s'il faut utiliser son CPF en allant sur l'intranet ou récupérer ou faire son arrêt de travail en utilisant un service numérique, et bien là, tu as entre, je sais pas, 15 et jusqu'à 35% de la force de travail d'une entreprise qui n'a pas accès à ça. Donc là, c'est un révélateur terrible, hein, et des choses comme Pix, par exemple, qui a été pas mal poussé par l'État, permettent de faire un diagnostic et on voit effectivement que c'est très kaléidoscopique en fait. On voit de l'illettrisme allant dans des endroits où on ne l'attendait pas. Et puis il y a des stratégies d'évitement aussi. C'est-à-dire qu'en fait les gens appellent leurs petits-neveux, leurs cousins, leurs machins pour se sentir moins fracturés. Mais il y en a dans les entreprises effectivement. Oui, ça maintient un peu l'illusion qu'il n'y a pas cet éloignement ou cette fracture, alors que dans les faits… C'est ça que je pense que c'est assez sous-estimé les pourcentages. Ouais. Puis en plus c'est très… ça bouge tout le temps. Oui, et ce que vous mentionnez, c'est qu'en fait, dès qu'on touche sur des aspects très transversaux des usages, typiquement les RH, en fait, là, on va se mettre à confronter finalement à ces risques ou à cette problématique beaucoup plus de personnes dans les entreprises de facto parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est la même chose pour les services publics, l'accès aux droits, l'accès aux droits. Est-ce que les entreprises se mobilisent sur la question, les organisations? C'est quelque chose qu'elles ont bien en tête et sur lequel elles agissent, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on ferme un peu les yeux par la force des choses, justement, du fait de ces stratégies un peu d'évitement? Peut-être toi, tu as une vision côté formation. On voit que c'est un peu toujours les mêmes qui s'y collent, hein, c'est-à-dire celles qui ont plus de moyens, qui ont des stratégies RH qui sont sophistiquées, qui ont des gros contingents de salariés, qui ont des positionnements et des raisons d'être qui sont par exemple des anciens services publics comme La Poste ou SNCF ou des entreprises qui sont très engagées et qui ont effectivement les moyens de faire ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des TPE-PME ou dans des secteurs qui sont un peu sous contrainte économique, ce n'est pas forcément la priorité absolue. Mais je pense que c'est quelque chose qui les freine aussi pas mal. Et puis après, les dispositifs comme le CPF ou comme d'autres, les OPCO, tout le financement de la formation professionnelle ont mis le paquet sur ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi de trouver des médiateurs, des formateurs. Et puis il y a le salarié individuel et puis dans le cadre de son entreprise, il peut aussi accéder lui-même à certains droits individuels. Il y a tout le monde de la médiation numérique. Donc c'est assez contrasté, mais je dirais que c'est pour l'instant un phénomène qui est plutôt du côté des grands groupes ou de certaines entreprises qui ont pris les devants là-dessus ou qui sont vraiment très dépendantes du niveau de maturité numérique de leurs salariés. Si on en revient à l'intelligence artificielle spécifiquement, quel impact vous estimez, on a eu la démocratisation notamment de l'IA générative ces 3 dernières années, sur la fracture ou l'éloignement numérique, impact positif ou impact négatif? En quoi est-ce différent finalement d'autres avancées technologiques qu'on a connues ces dernières années? Marianne? Je pense que ça a une mérite de faire exister le sujet du numérique dans la population et dans la population française, dans toutes les organisations. Et donc finalement, même si, là par exemple, on vient de parler de fracture numérique, on n'a pas parlé de fracture IA, oui. Mais parce que finalement le sujet, c'est le sujet de la fracture numérique. Et donc, je pense que ça a eu le mérite de faire exister ce sujet-là et donc de faire prendre conscience qu'il pouvait y avoir des biais supplémentaires, pas des biais d'ailleurs, mais des problématiques de formation, d'accès aux droits, voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'on en est quand même au balbutiement de l'appréhension de ce que ça va avoir vraiment comme impact sur le droit du travail, sur l'emploi, sur est-ce qu'on a vraiment une création d'emplois liée à l'intelligence artificielle, est-ce que ça crée vraiment des nouvelles tâches ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt sur une phase de destruction, est-ce que d'ailleurs la destruction va mener derrière la création d'emplois? Je pense qu'on est encore très très en avance de phase et dans le rapport d'ailleurs dont j'ai été co-rapporteur avec le secrétaire fédéral de Solidaire Sudrail. Donc on a eu des dialogues hyper intéressants ensemble et avec l'intégralité des syndicats au sein du CESE. Dans les dialogues qu'on a pu avoir, la question du travail était intéressante parce que d'abord, on a essayé de voir d'un point de vue quantitatif, quelle grande masse d'emplois allait être perturbée.
Et la réalité, c'est que là, tout dépend des études qu'on va utiliser, etc. Donc en fait, c'est plus intéressant de regarder de manière qualitative quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées, etc. Mais même au travers de ça, finalement, le vrai sujet, ça reste des sujets qui existent depuis toujours, c'est la qualité de vie au travail, les conditions de travail, et comment est-ce qu'on arrive à faire avec les employés, les travailleurs, de la complémentarité entre l'IA et ça aurait pu être des robots, ça aurait pu être une machine ou n'importe quoi, avec les travailleurs. Et donc c'est là où je pense que on en est encore un peu au balbutiement de comprendre quelles vont être les implications réelles de l'IA. Mais je sais pas, Frédéric, tu as peut-être une autre avis. Oui, non, c'est vraiment la fracture numérique et l'IA, c'est un sujet compliqué parce que c'est des technologies, les IA génératives, qui sont très inclusives, hein. Elles sont en langage naturel, donc on parle à nos ordinateurs, ça c'est quand même super inclusif, c'est multilingue, c'est multimodal aussi pour le handicap, donc ça c'est des choses qui sont très positives pour la prise en main. ChatGPT, c'est la première fois qu'on a un outil dont le mode d'emploi, c'est l'outil lui-même. On peut demander à ChatGPT ce qu'il peut nous apporter, quoi. Donc ça, c'est vraiment très naturel, hein, c'est très fluide. En revanche, voilà, si on ne sait pas comment sont faits les modèles, comment on peut les utiliser, quelles sont leurs limites, quels sont les biais intrinsèques, les questions des hallucinations, des choses comme ça, ou si on n'a pas le bon abonnement, ou si c'est interdit dans ton entreprise d'utiliser ChatGPT et qu'on te refile soit rien, soit un truc hyper verrouillé, etc. En fait, ça peut, le côté inclusif de ces technologies peut se retourner en étant une fracture nouvelle. Et là, je rejoins Marianne, là, on va être sur de l'éloignement, on ne va pas être sur de la fracture. On va être, moi, je n'ai pas les super pouvoirs de ChatGPT, quoi. Parce que je ne sais pas, parce qu'on n'y a pas autorisé, ou parce que je n'arrive pas, ou parce que j'ai une espèce d'angle mort en disant je pense que c'est intelligent, je pense que ça dit toujours la vérité, je pense que c'est meilleur que moi, alors que les trois sont faux. Oui, en fait, il faut distinguer la facilité d'usage intrinsèque, le caractère intuitif, et la culture liée à cette IA qui va amener finalement soit des usages avancés, soit de la pertinence, ou s'éviter effectivement de se fourvoyer avec les IA. Je crois qu'effectivement, il y a eu des études américaines qui ont commencé à sortir regardant le déploiement au niveau des États américains de l'IA, un peu à grande échelle, en prenant quelques cas d'usage un peu type, et qui montraient de façon presque surprenante ou contre-intuitive par rapport aux autres types de technologies que finalement les États les plus pauvres, les moins éduqués, avaient des taux d'adoption supérieurs ou égaux de ceux des usual suspects californiens, new-yorkais, etc., qui étaient les early adopters technologiques. Ça vient de ces facilités d'usage, a priori, sur le fait que des gens qui ne savaient pas rédiger une lettre de réclamation auprès des services postaux, par exemple, maintenant peuvent le faire très facilement. Oui, ça c'est super intéressant. On voit dans la littérature scientifique, effectivement, sur la population des gens qui travaillent dans des call centers ou des personnes qui sont moins qualifiées dans des entreprises de services, qu'il y a une augmentation qui est plus forte quand les personnes sont moins qualifiées que sur des super cadres qui sont déjà hyper geeks, etc. Donc ça booste beaucoup plus des gens effectivement qui ont besoin d'être boostés. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être très encourageant, sous réserve que tout le monde soit acculturé et formé à ces outils, parce que sinon on laisse la personne un peu seule face à quelque chose dont elle ne connaît même pas les fonctionnalités, les possibilités, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant. On a cet exemple, je crois, qui dit aussi que finalement, cette notion de fracture ou d'éloignement numérique, il faut la penser plus comme un flux que comme un stock à gérer, c'est-à-dire que plus les choses changent, plus on évolue, plus finalement la frontière se déplace aussi, et ce n'est pas parce qu'à un moment on a été formé ou à un moment on a pris l'habitude d'utiliser des technologies qu'on est, ça y est, préservé de ces questions-là. Est-ce que ça, c'est des systèmes, enfin des façons de penser qui sont diffusées? Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à penser justement la fracture de manière un peu simpliste en disant on y est ou on n'y est pas, et puis et ça règle la question? Oui, tout à fait. Et je pense que, en se disant qu'on a un Français sur 3 qui est dans cette situation d'éloignement numérique, je pense que ça prouve que ce sont des situations extrêmement variées. Et donc les réponses apportées pour réduire cet éloignement, pour former, etc., elles doivent être, elles aussi, adaptées à
toutes les situations qui sont en présence. Et donc ça veut dire qu'il y a ceux qui sont en emploi dans des grands groupes et qui auront la possibilité d'accéder à des formations peut-être faites par l'entreprise. Il y a ceux qui sont, comme tu le disais, des TPE, des PME et qui seront peut-être beaucoup plus seuls et donc il faudra qu'ils se débrouillent par eux-mêmes avec leur propre CPF, etc. Tu as des personnes sans emploi, tu as des personnes âgées, etc. Et donc ça veut dire que la réponse, elle doit être multi-outils. Ça veut dire que ça doit être des médiateurs, des médiateurs du numérique, des travailleurs sociaux, etc. Mais qui va former ces travailleurs sociaux? Et donc en fait, la question c'est la vague de formation, elle doit être absolument massive et elle ne peut pas se cantonner de se dire bon bah c'est vrai que là ça y est on a formé X Français au numérique et donc c'est bon, on peut se dire que ça va aller et que ils vont pouvoir faire eux-mêmes effet boule de neige, etc. On ne peut pas s'arrêter à ça. D'autant plus quand il y a sans cesse des nouveaux usages. Et je pense qu'on a beau être de plus en plus... c'est pas parce qu'on a appris une fois à l'école ou etc. qu'on est toujours bon pour comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle générative. Donc je pense que c'est là où il y a un rôle de très grosse complémentarité entre public et privé à assumer et sur lesquels il ne faut absolument pas réduire la voilure. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Donc, comme les outils évoluent, en fait, la frontière, elle se déplace. Et donc, ça crée de l'illettrisme. Toute innovation technologique crée de la fracture numérique. Et effectivement, c'est plutôt une logique de formation continue ou d'autonomisation très forte en termes de culture pour apprendre aux gens à pêcher par eux-mêmes et à s'auto-former en permanence, quoi. Sinon, effectivement, le stock et le flux, en fait, il y a un moment, le flux vient grossir le stock et on ne va pas faire un sort au stock en une seule fois avec une grande vague de formation. Genre tout le monde en 4e se met à faire du ChatGPT. Donc ouais, c'est une question de culture numérique plus que d'outils et puis d'autonomisation et de formation continue. Alors concrètement, quelles recommandations on est capable de donner aujourd'hui aux entreprises? Je rebondis justement sur est-ce que tout le monde doit être formé à l'IA et finalement quel est le minimum de connaissances requis? Est-ce qu'il y a un socle que doit inclure finalement cette sensibilisation, cette formation à l'IA aujourd'hui? Est-ce que vous avez des recommandations à partager? Moi, je suis le témoin de ce qui se passe dans une entreprise qu'on connaît tous, hein, qui s'appelle La Poste, le groupe La Poste. Hein, donc, c'est des centaines de milliers de salariés. Et eux, ils ont je trouve une approche qui est exemplaire. C'est-à-dire qu'ils ont considéré depuis des dizaines d'années qu'ils ne feraient pas la transformation numérique de La Poste sans les postiers et les postières. Donc en fait, ils embarquent tout le monde. Ils ont fait Objectif IA il y a quelques années, là, qui était un MOOC qui avait été fait par le Conseil national du numérique. Ils ont fait passer des dizaines de milliers de postiers. Maintenant, ils font pareil sur l'IA générative. Ils ont une charte. Ils ont une éthique des données. C'est quelque chose qui va du sol au plafond. C'est pas juste les geeks dans le groupe. Hein, c'est vraiment dans les centres de tri, partout. Et ils sont à la manœuvre aussi dans les bureaux de poste sur la fracture numérique de leurs propres usagers. Donc c'est vraiment, je trouve, un truc exemplaire. Alors, tout le monde ne peut pas faire comme La Poste, hein, et tout le monde n'est pas La Poste, mais c'est vrai que le fait de dire tout le monde doit y passer, au moins sur le niveau acculturation, ça c'est assez génial. Et puis après, selon les métiers, il peut y avoir des formations un peu spécifiques, parce qu'il y a la question du prompt aussi. C'est vrai que c'est une tarte à la crème, mais c'est une compétence qu'on doit tous développer. Peut-être que dans un avenir proche, les IA nous poseront des questions de clarification qui feront qu'on n'aura plus besoin de prompter de manière spécifique. Mais pour l'instant, vraiment, c'est si on fait un prompt pourri, on a une réponse pourrie. Si on fait un bon prompt, on a une bonne réponse. Donc ça, Moi, j'avais une question pour toi, Frédéric. Je préempte ton rôle. Mais est-ce qu'on a besoin d'être formé? Enfin, c'est quoi ce sur quoi on a besoin d'être formé quand on parle d'intelligence artificielle? Est-ce que les gens ont besoin de tout comprendre de la machine? Je prends le parallèle avec le site internet. Parfois, on a juste besoin de savoir poser la question à un site internet, savoir comment est-ce que le site internet est codé, on n'en a pas besoin. Donc est-ce que tout le monde a besoin de comprendre ça et jusqu'où il faut aller dans la formation? L'expérience qu'on a à Simplon, c'est que plus tu vas amener les gens à comprendre ce que c'est que l'IA, plus en fait ils vont avoir des usages qui sont responsables et qui sont éclairés, et plus tu auras moins besoin de les former par la suite
quand il va y avoir des évolutions de modèles. Ce qui n'est pas le cas, tu as raison, pour un site web ou même pour une voiture. Moi, je ne sais pas comment marche ma voiture et je veux dire, c'est pas grave. Pour l'IA, c'est un peu différent parce qu'il y a des implications sur le travail, sur la démocratie, il y a la question des biais, il y a les hallucinations, il y a l'impact écologique. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et quand tu fais cet effort-là, c'est-à-dire que personne ne prend le temps aux gens d'expliquer aux gens ce que c'est qu'un modèle de langage. Et quand tu le fais, les gens sont extrêmement reconnaissants et plus jamais ils vont utiliser une IA de la même façon. Ça, c'est prodigieux. Donc c'est vraiment, ça crée de l'émancipation. Dernière question sur cette thématique-là. Pour l'entreprise ou l'organisation, le sujet, il se situe à quel niveau? C'est un sujet de productivité de leurs employés, d'assurer leur employabilité justement. Finalement, quelle est la finalité au-delà du bien de l'humanité et du fait de se préparer effectivement à la suite? Parce que, on l'a dit, c'est des moyens, c'est une organisation, c'est pas évident à s'engager efficacement sur ces sujets-là. Donc cette question de la finalité, comment ils doivent se la poser ces dirigeants? Ben, pour moi, c'est une opinion personnelle, hein, mais pour moi, le sujet des gains de productivité, il est dur à mesurer. Le gain de productivité généré par le déploiement de l'IA dans l'entreprise, il n'est pas évident à mesurer, soit parce qu'en fait, les salariés ne vont pas dire qu'ils ont utilisé ChatGPT parce que c'est bien plus simple de montrer un travail fine-tuné par l'humain et boosté à l'IA. Donc voilà, donc c'est dur de mesurer, mais il n'en reste pas moins que de toute façon, l'entreprise, en tant qu'entreprise, a quand même une responsabilité qui est au-delà du gain de productivité, ce qui est normal dans la logique entrepreneuriale, l'objectif étant de développer son marché, etc., de réaliser du chiffre d'affaires. Elle ne doit pas oublier quand même que le rôle de l'emploi et le rôle de l'humain dans la société en général. Et ça, ce rôle de l'humain-là, il doit aller un peu au-delà du gain de productivité. C'est-à-dire qu'en fait, si le déploiement de l'intelligence artificielle vise simplement à supprimer un certain nombre de tâches chez les humains et qu'on ne les augmente pas réellement, si on ne remplace pas ça par des nouvelles tâches qu'ils vont pouvoir réaliser, en fait, peut-être qu'elles auront supprimé de l'emploi à très court terme, donc elles auront peut-être encore boosté leur gain de productivité, mais il va se passer quoi? Il va se passer potentiellement plus de personnes sans emploi et donc au chômage. Ça va potentiellement avoir des conséquences sur le financement de la Sécu, Bon, bref, ça c'est des sujets très sociétaux, mais au-delà de ça, le risque, c'est surtout qu'elles vont avoir délégué l'emploi, l'humain, à un abonnement à des boîtes qui sont pour beaucoup américaines, et elles vont se rendre presque dépendantes de ce genre d'entreprise par une forme de SaaSisation, donc sous un modèle un peu logiciel. Et après, qu'est-ce qui se passe si les abonnements augmentent ou si du jour au lendemain, on coupe l'accès à ces solutions? En réalité, on se dit, bon, bah, c'était là où l'humain pouvait être utile, le travail local pouvait être utile. Donc, bon, je suis peut-être allée un peu loin pour répondre à votre question, mais l'enjeu étant que l'entreprise, malgré tout, doit avoir une responsabilité un peu plus large que la seule recherche de gain de productivité. Oui, en s'équipant, en automatisant, en gérant l'IA, effectivement, il y a des risques de dépendance technologique, il y a des risques stratégiques où on voit que l'entreprise, de toute façon, est intégrée dans un écosystème complexe et va avoir des effets en termes de vagues à plus long terme qu'il faut anticiper aussi. Frédéric, sur ces... Oui, complètement raccord. Et c'est vrai que c'est le rôle social d'une entreprise. Et c'est aussi les salariés sont extrêmement reconnaissants à leurs entreprises de pouvoir les former sur des technologies comme l'IA, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Parce qu'en fait, la fracture, elle n'est pas professionnelle ou personnelle, elle est les deux. Et quand on est en difficulté dans sa vie professionnelle, on l'est aussi dans sa vie personnelle. Et donc, nous, dans les cas d'usage qu'on déploie dans des programmes de lutte contre l'illettrisme au fin fond d'une usine de L'Oréal qui fait des flacons de parfum, en fait, on met et des cas d'usage perso, genre ma sécu, la lettre de motivation du petit dernier qui fait Parcoursup ou je sais pas quoi, et des trucs pro. Et ça, les gens sont très, très reconnaissants de ça. Et je pense que c'est le rôle d'une entreprise de faire ça, parce qu'un salarié en difficulté dans sa vie personnelle, je pense que ce n'est pas un salarié performant du tout. Alors, pour conclure cette émission, traditionnellement,
on vous demande d'apporter, de nous recommander un peu de lecture. Et vous avez joué le jeu. Donc Frédéric, vous nous avez amené Les prophètes de l'IA par Thibaut Prévost. C'est sous-titré « Pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse ». C'est chez Futur Proche. Effectivement, c'est un journaliste indépendant, spécialiste des nouvelles technologies qui édite ce petit ouvrage. Alors pourquoi faire le focus sur l'apocalypse qui nous est vendu par la tech? Non, bah, simplement, on est plutôt des geeks optimistes, hein. Nous, on croit au numérique et moi, je fais beaucoup d'évangélisation et d'acculturation. Mais il ne faut jamais oublier que le numérique a un côté sombre et que certaines entreprises du numérique, dans certains endroits très précis de la planète, mélangent science, technologie, idéologie, croyance et politique. Et donc, ça me semble intéressant de ne pas alimenter la peur qu'on va tous mourir à cause de l'IA, mais de montrer qu'il y a une catégorie de gens qui ont intérêt en fait, à être au centre du jeu et à attirer l'attention sur eux et à faire diversion par rapport à des problèmes beaucoup plus importants qu'a souligné Marianne sur l'impact écologique de l'IA. Donc non, il n'y aura pas d'apocalypse à partir de l'IA, ça fait diversion. Donc restons sur les vrais problèmes. Et Marianne, effectivement, un tout autre genre avec cette bande dessinée de Fabien Toulmé, Les reflets du monde, et travailler et vivre. Donc un joli pavé effectivement illustré qui est un peu plus global que juste l'intelligence artificielle, mais sur lequel du coup l'enjeu du travail est abordé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Moi, j'ai lu ce livre en travaillant sur le rapport du CESE et j'ai trouvé que ça donnait ça donnait un point de vue assez intéressant sur... ça parle à un moment donné de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, dans la bouche de Dominique Méda, qui est sociologue. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'impact dans différents territoires. Donc, c'est aux États-Unis, en Corée et dans les Comores. Quel est l'impact de l'automatisation sur le travail et surtout, qu'est-ce qui fait que les humains, une question qui pose à tout le monde, c'est si demain vous gagnez au loto, est-ce que vous auriez choisi de ne plus travailler? Et en fait, tout le monde répond évidemment non. C'est-à-dire que évidemment que je travaillerai toujours. Peut-être que je changerai des choses dans mes conditions de travail, dans la qualité et donc dans le travail que je fais. Mais en fait, le travail fait vivre et donc c'est là où ça fera un peu écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le maintien et le rôle presque social et sociétal du travail et le fait que l'objectif, c'est pas de se dire qu'avec l'IA, on va permettre aux gens d'être au rentier ou sans emploi. En fait, ça peut pas être le modèle qu'on a envie de créer. Donc, comment est-ce qu'on peut, du coup, avec l'IA, créer une belle complémentarité entre les deux? Voilà, donc Les reflets du monde et travailler et vivre, c'est coloré, c'est accessible et ça fait réfléchir à notre avenir avec le travail. Merci tous les deux d'avoir passé ce moment avec moi et pour vos explications et ces insights. On aura sans doute l'occasion de continuer à se parler de ces sujets et à surveiller l'évolution de l'éloignement numérique et des actions des entreprises et des collectivités en la matière. Il me reste à vous dire au mois prochain pour une nouvelle AI Mission. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.